Soit j'étais con et j'avais un ego surdimensionné et j'étais contre eux, c'est ce que je l'étais au début, et puis après j'ai vite compris que il fallait peut-être aussi que moi je change. Juste un exemple, avant, tu rigolais pas le jour du match. Il fallait pas rigoler, il fallait être concentré et tout. Et là, maintenant, les jeunes, il y a la musique, ça rigole et tout. Mais après, c'est que ça fait partie de leur préparation, ça fait partie de leur génération. Et voilà. Et au début, j'étais énervé contre ça. Mais bon, après, je me suis vite rendu compte que ça servait à rien et qu'il fallait que ça soit moi qui soit agile et qui m'adapte aussi. Après, on pouvait faire passer des messages parce qu'on était anciens et qu'on devait faire transmettre quelque chose, mais on pouvait transmettre des choses en montrant aussi l'exemple et je trouvais ça plus intéressant. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez En Terrain Conquis, le podcast qui donne la parole aux sportifs professionnels d'hier et d'aujourd'hui qui ont aussi conquis le terrain du business. Pour ce nouvel épisode, je reçois un tout jeune retraité des terrains, arrière ailier. Il a fait toute sa carrière au Stade Toulousain avec un palmarès forcément XXL, 5 boucliers de Brennus, 3 coupes d'Europe, le tout agrémenté de 63 sélections avec le 15 de France. Bref, une icône du rugby français. Je reçois Maxime Médard. Bonjour Maxime. Bonjour, Comment ça va? Impeccable, écoute, ça bosse. Merci d'avoir accepté mon invitation dans Terrain Conquis. Je le disais en intro, sacrée carrière. 18 ans en équipe première au Stade Toulousain, ça force le respect. Ça fait quelques mois que tu as arrêté. Tu t'y fais à ta vie de retraité, enfin retraité à moitié quand même, hein. Ouais, je m'y fais. Il y a beaucoup de similitudes un peu avec ce que je vivais, même si c'est pas sur le même terrain, mais en tout cas, voilà, le monde professionnel et la vie active, voilà, il faut travailler, il faut trouver des opportunités, il y a un peu de stress, il y a du rythme. Le vestiaire me manque, mais après le reste, ça va. T'as arrêté ou tu fais quelques entraînements en scred avec un petit club toulousain pour le plaisir? Non, non, j'ai arrêté le rugby parce que voilà, j'avais envie de passer à autre chose. Aujourd'hui, je m'entraîne pour faire un triathlon et pour l'objectif de faire un Ironman un jour. Donc, je fais du vélo, je fais de la course, mais je fais aussi de la natation. Donc, j'essaie de nager, mais pour l'instant, je coule encore. Donc, voilà, c'est pas demain que je vais faire un triathlon. Bon, te connaissant, t'allais pas rester sur le canapé non plus, quoi. T'allais pas arrêter le sport du jour au lendemain quand même, hein. Non, non, après, c'est aussi parce que ça fait partie de mon ADN. Depuis tout petit, je fais du sport. J'ai toujours aimé ça. Et pour moi, c'est aussi une forme de bien-être d'être en bonne santé. Donc, je pense que c'est important de continuer à faire un peu de sport. Il y a beaucoup de d'anciens sportifs de haut niveau continuent à faire du sport, d'autres non, mais il y en a beaucoup qui continuent à faire du sport parce que pour nous, c'est notre ADN. Encore une fois, je le répète, on s'entraînait tous les jours, donc d'arrêter du jour au lendemain, je pense que c'est difficile. Alors en tout cas au rugby, ton parcours est exceptionnel, je l'ai dit, je vais tenter de le résumer. Pas évident hein, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Si je me trompe, n'hésite pas à me renvoyer dans mes 22. Tu as donc été formé, ou plutôt post-formé au Stade Toulousain, puisque tu as fait tes premières classes à côté, à Blagnac. Tu es lancé Ouais, voilà, par... Ouais. typiquement, j'ai commencé mon club formateur et Blagnac, qui est une très belle école de rugby. Mais après, sur une finale de champion de France, en fait, on l'a perdu et j'avais envie de devenir champion de France au moins une fois dans ma vie. Je sais plus quel âge j'avais 14 ans et je suis allé voir mon père et je lui ai dit, écoute papa, voilà, j'ai envie d'être champion, je peux partir de Blagnac et j'avais le choix entre Colomiers et le Stade Toulousain. Et puis bon, comme il y avait beaucoup de rivalité entre Blagnac et Colomiers à l'époque, et puis bon, le Stade, ça restait quelque chose, pas d'infaisable, mais d'impossible peut-être. Donc je ne m'étais pas imaginé un jour être au Stade Toulousain, mais en tout cas, c'était mon rêve absolu d'être là-bas en tout cas. Alors tu es lancé par Guy Novès en 2004, à tout juste 18 ans. Tu remportes ton premier titre avec Toulouse en 2005. C'est la H-Cup. Et puis tu enchaînes avec la Coupe du Monde des moins de 20 ans en 2006 que vous remportez. Tu lèves ton premier bouclier de Brennus en 2008. Et la même année, tu obtiens ta première sélection contre l'Argentine avec les Bleus. Du coup, avec les Bleus, tu ne connaîtras pas la joie d'un trophée, mais tu joueras tout de même une finale de Coupe du Monde, perdue contre les All Blacks, chez eux, en Nouvelle-Zélande, en 2011. Une absence de titre que tu as bien compensée en club, comme on l'a dit, avec la Coupe d'Europe, 3 fois en trou, 2005, 2010, 2021. Et le top 14, 5 fois, 2008, on l'a dit, 2011, 2012, 2019, 2021, qui reste ton tout dernier titre en carrière. Carrière que tu as terminée en juin 2022, comme tu l'as démarré, sur un essai. C'était contre Biarritz avec un beau festival, 87, pour te rendre hommage. Est-ce qu'on est bon?
Ouais, t'as résumé. Après, ce qui est aussi important, c'est quand t'es jeune et quand tu soulèves des boucliers et des titres avec les copains. Donc, même si avec les pros, c'est aussi au Stade Toulousain, c'est quand même une grande famille. Mais c'est vrai que quand t'es jeune, t'es un peu insouciant et tu t'imagines avec tous tes potes en équipe première, mais finalement, au fur et à mesure du temps, ben, certains potes partent. Donc, c'est vrai que les titres, quand t'es jeune, marquent énormément aussi. Eh bien justement, tu parles de ta jeunesse. Le fait que tu sois arrivé au rugby, c'est pas vraiment dû au hasard parce que tu viens d'une grande famille de rugbyman, on peut le dire. D'une grande, oui, d'une épopée de la grande génération de Blagnac, où mon père et mon oncle étaient joueurs de rugby. Je pense qu'ils n'étaient pas très loin de la porte de l'équipe de France, mais il n'y a que mon oncle qui est allé en équipe de France B à l'époque. Mon père a joué un an au stade et puis finalement il est revenu à Blagnac parce qu'à l'époque, tu avais droit qu'à un remplaçant. Donc il était remplaçant de Rive et de Scrella, donc c'était assez compliqué. Mais bon, voilà, après, il m'a donné cet amour de ce sport, ces valeurs. Et comme tout gamin, je l'accompagnais au rugby. J'étais sur les terrains, quand il jouait, j'étais sur les terrains à côté pour tâter le ballon avec mes potes. Et voilà, et puis je suis tombé amoureux de ça. Alors tu arrives au Stade Toulousain, tu l'as dit, à 13, 14 ans, 15 ans. Ils n'ont pas été te chercher très loin. Déjà, En fait, ils sont pas venus me chercher. C'est moi qui est allé les voir. Mais en comment fait, on arrive à comme ça en l'époque, il y disant, avait... Eh oh, le Stade Toulousain, bonjour, je suis Maxime Médard, venez me prendre. Non, en fait, dans mon collège à Blagnac, j'avais une personne qui s'appelait Julien Pathé qui jouait au Stade Toulousain à l'époque. Et je lui avais demandé qui c'est que je pouvais voir. J'étais allé le voir parce on se connaissait. Et je lui ai demandé si je pouvais voir quelqu'un qui s'occupait du recrutement du Stade Toulousain. Il m'avait parlé d'un certain Robert Labattu qui faisait tous les terrains Le de recruteur du Stade Toulousain, quoi. recruteur du Stade Toulousain qui a recruté un paquet de joueurs qui ont eu une grande carrière au Stade, mais aussi en équipe de France. Et Robert Labattu, je l'ai croisé sur un tournoi à 7 avec mon collège, où je suis allé le voir, et voilà, je me suis présenté et tout, et il m'a dit, ah, mais c'est bon, je connais ton père et tout, et bon, voilà, après les rapprochements ont fait que il m'a pris, mais bon, mon père, il a dit, écoute, tu le prends s'il est bon, sinon tu le prends pas. C'est impliqué quoi comme changement pour toi de passer dans une institution comme ça? Bah, c'est un peu de pression. Tu te dis, t'es à Blagnac, t'as été pote. Enfin, à Blagnac, je descendais l'immeuble et j'étais au terrain. Puis là, bon, je traversais la Garonne, c'était pas très loin, mais bon. Ce que je veux dire, c'est que, ouais, que c'était le stade. Quand t'es jeune, quand tu joues pas au stade et quand tu joues contre eux, c'est le match de l'année. C'est le match de l'année quand t'es gamin parce que c'est le Stade Toulousain, c'est le club d'excellence. Donc voilà, t'as envie de les battre. Et quand t'arrives chez eux, bon, mais tu te dis, bon, mais là. Bon, voilà, il va falloir quand même travailler, il va falloir se bouger. Et puis finalement, ça s'est super bien passé. J'avais beaucoup travaillé quand même avec mon père qui me faisait faire pas mal d'allers-retours au bord du canal avec, avec son vélo et une corde et je devais le tirer. Beaucoup de tours de piste d'athlétisme aussi. Et il m'avait fait faire aussi du judo. Bon, le sport individuel n'était pas trop ma tasse de thé. Ça touche à tout en fait. Mais c'était très intéressant parce que voilà, pour tout la technique de plaquage et de chute et tout, c'était quand même pas mal. Donc il m'a apporté une autre vision du rugby avec d'autres sports qui pouvaient m'apporter dans mon sport. Donc voilà, j'ai fait ça et puis ça s'est super bien passé. Première année top. Au bout de 6 mois, en fait, je suis surclassé avec les cadets A. Et puis ça se passe bien, ça se passe bien. Et puis voilà, après la première année à Blagnac, j'étais pas du tout sélectionné en sélection régionale. Et puis finalement, j'arrive un an après au stade, finalement je suis sélectionné. Et le sélectionneur m'avait dit, c'est pas parce que tu joues au Stade Toulousain que faut pas se sentir arrivé parce que tu es arrivé au Stade Toulousain et tout. Et c'est une phrase qui m'a toujours résonné en tête. Cette personne-là est toujours entraîneur de je sais pas où, mais en tout cas, ça m'a toujours donné la motivation pour essayer de lui montrer qu'il avait tort et qu'il fallait bien compter sur moi. Et en tout cas, tu as parlé aussi du papa qui était présent. Il a poussé pour que tu ailles jusqu'au bac, même si toi, ton rêve, c'était de devenir rugbyman et que voilà, tu t'es aussi vite focalisé sur le rugby. Ouais, après, mon parcours scolaire et mon parcours scolaire, je le trouve très bien. Je le trouve, pour moi, je suis allé jusqu'au BEP, bac pro électrotechnique. Donc, j'ai quand même appris un métier à l'école. Le parcours professionnel permet d'apprendre un métier et de ne pas se retrouver à la rue le lendemain. J'avais du mal à rester assis sur un bureau, j'avais du mal à me concentrer, j'avais besoin de bouger, j'avais besoin de m'éclater. J'apprenais en jouant et c'est vrai que
Bah, l'école, j'étais pas, on va dire, adapté peut-être à certaines matières et à une école un peu trop stricte. Mais bon, après, voilà, je sais qu'il y a des choses qui changent et qui ont changé, donc c'est très bien. Mais le sport m'a permis voilà, de réussir, de réaliser mes rêves, mais aussi ça m'a remis aux études. Quand tu es jeune, tu es ce qu'on appelle une pépite. Tu es très au-dessus de tout le monde. Tu rentres vite dans le giron fédéral avec les sélections. Et en 2004, à 18 ans tout juste, Guy Novès t'intègre donc à l'équipe première du Stade Toulousain et te lance dans le bain à Castres. Ça doit être hyper grisant quand même. Premier match à 18 ans dans le meilleur club de France, dans un derby en plus. Faut avoir la tête sur les épaules, mais ça doit être dur de la garder. Après, je me suis jamais considéré comme une pépite. J'ai beaucoup travaillé. Puis je pense que moi, ma famille me programmait à ça, en fait. Me programmait à tout fait pour essayer de programmer un de mes frères, soit mon frère, soit ma sœur, pour être sportif de niveau. Moi, ça a plutôt bien marché. Donc, c'est dur d'arriver jusqu'à l'équipe première. C'est dur d'y arriver, c'est dur d'y rester parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui, avant moi, avec qui je jouais avec, pas la même génération, mais un an avant, avec qui on jouait ensemble en espoir. Il y a beaucoup de joueurs qui sont passés par l'équipe première et finalement n'ont pas réussi à durer. Donc, ouais, il y avait beaucoup d'appréhension. Il y avait quand même. J'avais eu un parcours rugbystique quand même plutôt assez, pas facile, mais bien dans ma progression. J'ai souvent été surclassé, en esport ça se passait bien et tout, mais c'est vrai qu'après quand tu arrives en première, bon ben voilà, tu t'aperçois que ce que tu faisais avant, il va falloir que tu cherches d'autres ressources. Donc voilà, j'ai mis du temps. Mon premier match était vraiment génial, mais je me souviendrai toujours à Castres où c'est un match qui dure 90 minutes parce qu'il y a Trevor Brennan qui fait un KO incroyable où il y a 10 minutes d'arrêt. Moi, je marque mon premier essai qui normalement ne devait pas être valable et finalement Un ils peu ont mis litigieux. un peu, ouais, un peu. Bah, il n'y avait pas d'arbitrage vidéo à l'époque, mais ils l'ont mis en suivant, donc je suis assez fier d'avoir poussé cette révolution dans dans le rugby. C'est suite à ça que l'arbitrage vidéo est arrivé en France. Bravo Maxime. Ah, avec plaisir. Et d'ailleurs, attends, parce que tu as l'air de bien t'en souvenir dans ce match. Pour l'anecdote, tu as croisé plusieurs de tes futurs entraîneurs, 5 en tout. Ouais. Est-ce que tu serais Mm. capable de les citer 19 ans après? Bah, en face, il y avait Hugo Mola. Exact. L'arrière de euh, Castres. Il y avait Jean Bouillot. C'est grâce à lui que je marque l'essai parce qu'il fait un jeu au pied, un coup de pied. Après, il y a Clément Potrenaud. Il y a Virgile qui sort sur blessure, je crois, sur ce match-là. Ah Et bon, on va après, être je plus sais que plus 5 c'est alors, qui. j'ai mal compté. Alors. Ça aurait Il y a été dit 5, voilà. Jeff Dubois en 10 et Jeff Yannick Dubois. Bru, talonneur, Ouais, Yannick Breu, ouais. que tu as eu avec l'équipe de France, et Ouais. Emile Ntamak, la légende. Je crois que Émile. tu joues avec lui au Ouais, centre. mais j'ai joué avec là, j'ai joué avec Émile et puis j'ai joué avec son fils. C'est comme ça, le stade. Parfois, tu joues avec une famille entière. Alors, ta carrière, elle est lancée, mais il y a des petits pépins physiques qui ralentissent un peu ton envol. Il paraît que ça t'a poussé à prendre des résolutions radicales sur ta façon de manger. Est-ce que tu peux raconter un peu? C'était entre mes 18 ans et 20 ans où au final tu te cherches et puis tu comprends certaines choses, comprends les codes un peu plus, tu comprends un peu le système et t'apprends. T'apprends parce que tu tombes souvent et qu'il faut te relever. Donc voilà, mais je pense que c'était la méthode aussi à l'époque où ben, ceux qui arrivaient à se relever et qui continuaient à avancer et à y croire, c'est ceux qui avaient un peu plus de mental que les autres. Donc voilà, après. Il y a plein de joueurs qui sont talentueux et plein de joueurs qui ont été talentueux, mais qui n'ont jamais passé le pas parce que mentalement, c'était peut-être trop dur. Donc voilà, après, ben, de mes 18 à 20 ans, ouais, j'ai été beaucoup blessé, donc beaucoup blessé. J'ai aussi profité de mon âge où quand tu as 18-20 ans, quand tu vois tes potes sortir et que toi tu es à la maison parce que bah, tu es blessé ou parce qu'il faut pas sortir et tout, tu le fais 2 semaines, 3 semaines et quand tu es blessé, bah, tu fais la quatrième semaine, tu sors. Donc j'ai profité aussi de ma jeunesse. J'ai profité ben voilà, de cette période-là, mais ouais, à 20 ans après, j'ai compris que. Et ça, c'était Emilien Tamac qui m'avait. J'étais rentré d'un tournoi à 7 avec l'équipe de France, je sais plus, pas celle qui fait les tournois internationaux, mais c'était un tournoi en Géorgie qu'on avait fait. Je m'étais blessé contre l'Azerbaïdjan quand je marque un essai. Et là, je me dis quand même, il y a quand même un souci physique quand même. Tu te blesses en marquant un essai, c'est que vraiment, tu n'es vraiment pas en forme, mon coco.
Donc en fait, voilà, je suis rentré, j'étais pas bien. Le coach de l'équipe de France m'avait parlé de la boxe aussi. Donc finalement, voilà, je rentre, je dis à mon père, écoute, voilà, je veux faire un peu de boxe. Est-ce que c'est possible d'aller voir à Blagnac si, voilà. Et puis bon, entre-temps, j'avais aussi mangé avec Emilien Tamac où il m'avait dit la vérité, c'est que voilà, est-ce que ce qui se passait à l'extérieur me plaisait ou j'avais envie de me battre par rapport à être sportif de haut niveau et à réussir au Stade Toulousain. Donc voilà, il m'a dit mes quatre vérités. Et puis j'ai enchaîné, c'était l'année 2007 avec la Coupe du Monde où on a eu 3-4 mois de préparation physique et de 2 mois de vacances, je crois un mois et demi, 2 mois de vacances et après un mois de prépa. Mais je suis pas parti en vacances, j'étais à Blagnac chez moi, entre la salle de boxe et chez ma grand-mère où je me suis régalé. Et puis finalement, l'année 2008, voilà, j'explose et puis tout se passe bien. Alors, tu fais partie de cette génération championne du monde 2006. Mm. Chacun a avancé un peu à son rythme. Toi, tu as avancé vite. Tu te démarques par ton talent et par un style aussi, avec les légendaires Roux Laquette. Est-ce que tu peux me raconter les origines? Parce que c'est mystérieux. Bah, les origines, c'est qu'on jouait contre une équipe galloise, si mes souvenirs sont bons, c'était Cardiff, je crois. Ouais. Cardiff. Et puis bon, voilà, on sait tous qu'il y avait un grand joueur du Pays de Galles qui s'appelait J.P. Williams, où il avait les favoris ou les rouflaquettes. On peut le définir comme on le souhaite. Et puis finalement, j'ai fait ça avec un pari avec un pote. Puis c'est resté, c'est resté, c'est resté. Et puis aujourd'hui, même après ma reconversion, ça reste. Je pense que c'est aussi ma marque de fabrique. Donc aujourd'hui, ça fait partie de moi, mais c'est vrai que à certains moments, j'avais envie de les raser parce que c'était pas très beau, c'était pas très joli. Elles ont évolué quand même avec le temps. Elles étaient courtes, parfois longues. Enfin voilà, Parce que c'était l'époque la Chabalmania. Il y avait Chabal avec les cheveux longs et la barbe. Et puis il y avait ouais. Maxime Médard avec les Roux Flaquettes. C'était un personnage aussi que tu t'es un peu créé entre Ouais, Wolverine et. deux styles différents dans dans le jeu, Ouais, comme dans un l'art, peu, très deux styles légèrement. différents. Honnêtement, je ne l'ai pas fait pour me dire, ouais, il faut que je fasse une barbe pour être plus reconnu ou quoi que ce soit. Après, je pense qu'on est tous. Voilà, moi j'ai fait ça, j'avais 20 ans, j'étais insouciant. Et puis voilà, je pense qu'aujourd'hui, les jeunes que tu vois, ceux qui ont 20 ans, ils font des coupes, pas espagnol, mais iroquois, là. Et bon, voilà, après, c'est chacun son style. Moi, j'avais un style à la rouflaquette, donc voilà, c'était pas mal. Ton premier titre de champion de France, c'est en Mm. 2008. Là, tu es sur Ouais. le terrain. Juste avant, il y avait une finale difficile contre le Munster que vous perdez avec le Stade Toulousain. Ce Ouais. premier titre de champion de France, après il y en a eu d'autres, mais la question bateau, c'est évidemment, est-ce que pour toi, ça reste le plus fort? Bah, il y en a deux qui sont au-dessus des autres titres. Après, dès que tu gagnes, tu es heureux. Mais c'est vrai que celui de 2008 et 2019, pour moi, ça a été les plus beaux titres. 2008 parce que je joue toute la saison. Je commence à tout le début de saison, ça se passe bien. Décembre, je fais un mauvais match à Clermont, je sors à la mi-temps et là, je prends 2 mois de frigo. Donc, 2 mois de frigo, c'est 2 mois où tu fais que l'entraînement et puis tu t'es Ça pas rigole pas, invité Guinoves, pour hein. tous les matchs, un beau frigo. Et puis, Guy vient me voir, il me dit, bon, prépare-toi parce que on joue à Auch. Je crois que c'était à Auch ou match après que je joue. Et puis finalement, ça marche bien. Malheureusement, il y a certains joueurs qui se blessent aussi. Donc, moi, ça me permet d'accrocher un peu plus de temps de jeu. Et finalement, ça se passe super bien jusqu'à la finale où je marque un essai. Et pour ma part, ma plus belle demi-finale contre le Stade français cette année-là. Puis 2008, c'est l'année de ma consécration. C'est l'année du titre. C'est l'année aussi du renouveau du stade parce que ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas gagné un titre aussi. Donc voilà. Et 2019, après quelques années de galère, Ouais. la joie de revenir un peu sur le devant de la scène, les choix que j'avais fait de rester au club pour refaire remonter le club, même si je suis pas tout seul, c'était aussi un choix fort de ma part et de montrer que le stade reste le stade, même si dans les moments difficiles, certains sortent et descendent du bateau. Moi, je suis resté et puis j'avais envie de faire remonter le club. Et puis voilà, il y a eu des changements, des gens qui sont arrivés, des gens qui sont partis. Et puis on connaît maintenant la réussite depuis 2019 du Stade Toulousain où ça marche super bien. Il y a une équipe qui tourne, il y a un nouveau jeu. Toulousain est redevenu celui qui était avant, mais il y a beaucoup de choses qui ont changé. La façon de travailler, la façon de venir voir les matchs, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Ouais. Ton premier gros échec sur le plan collectif, c'était la défaite en finale de H-Cup contre le Munster. Et individuellement, ça a été la non-sélection pour le tournoi en 2010, année où les Bleus font le Grand Chelem. Ouais. C'est dommage que tu n'y participes pas. J'ai lu quelque part que tu vivais très mal les échecs quand tu étais jeune.
Et les critiques, comment ça se manifestait? Bah, les critiques, quand ça a commencé, enfin, quand il y avait les journaux, ça allait. Quand il y avait que ça allait. Mais c'était l'année où il y a aussi les réseaux sociaux qui sont sortis, où Ah il y a oui. beaucoup de choses qui sont dites sur les réseaux sociaux. Et au début, c'était un peu difficile à accepter. Après, bon, ben, avec le temps, c'est vite. Quand je faisais un beau match ou un mauvais match, je le savais. De toute façon, j'avais le débrief derrière de la famille. Donc voilà. Mais non, pour moi, les échecs, pour moi, ça a toujours été aussi quelque chose d'important aussi. Tu tombes, tu te relèves. Enfin, c'est aussi montrer le caractère d'un homme, tu vois, de tomber, de se relever. Pour moi, l'échec, ça fait partie de la vie et pour moi, c'est important aussi d'en avoir. Tu as eu quelques échecs quand même, mais tu as eu aussi beaucoup de belles choses et beaucoup de réussites. En 2011, c'est l'année où tu vas à la Coupe du Monde, tu termines meilleur marqueur du top 14 avec 15 essais. Ouais. Voilà, c'est peut-être une de tes plus belles saisons. Et puis, il y a cette Coupe du Monde qui devait être aussi, j'imagine, importante à tes yeux d'aller en Nouvelle-Zélande. Pour un passionné de Mm. rugby, c'était... Ouais, ouais, après, ben, on a tous envie d'être en équipe de France. Dès que tu commences à y goûter, tu as envie d'y être tout le temps. 2010, c'est un peu complexe parce que je pense que j'étais sur une année aussi un peu. Voilà, je marquais un peu les 2 années qui avaient bien marché pour moi, 2008, 2009, 2010. Bon, ben, j'ai un peu marqué le pas et j'étais quand même, je pense, pas agressif, mais je sais que pendant la tournée d'automne, en fait, il y avait un match contre l'Afrique du Sud au Stadium. Et normalement, je pense que je devais commencer le match et comme j'avais un comportement quand même pas stressé, mais voilà, j'étais pas calme et tout, donc on m'a dit bon, mais écoute, tu joueras pas. Ah ouais. Ce match-là, j'ai joué, je crois, 1 minute. Je suis rentré 1 minute sur le terrain, donc bon, mais ça te fout les boules, mais bon, après, il faut accepter. Et puis de là, je fais pas le tournoi. Et je fais pas le tournoi. Et c'est très dur à accepter parce ils font le grand chelem, donc c'est difficile. Mais bon, je commence à me mettre au livre un peu spirituel et je lis un livre qui me permet de réfléchir et je pars en tournée avec l'équipe de France B aux États-Unis où je fais 2 matchs. Je crois que c'est un contre les États-Unis et un autre, je sais plus contre quelle équipe c'était. Et puis ça se passe bien. Puis finalement, après, je fais une bonne saison et puis je fais la Coupe du Monde. Et voilà, c'est un rêve de gamin. Puis on arrive en finale. On C'est pas comment, mais on arrive jusqu'en finale. Et voilà, c'est juste incroyable. Et puis je pense avoir fait une bonne Coupe du Monde, donc c'est top. Et puis, il y a ce France-Écosse de février 2012 où tu te fais les croisés du genou. Ouais. Ça a été un gros coup d'arrêt parce que tu as mis du temps pour revenir et retrouver ton meilleur niveau. Ben, j'ai mis du temps, oui, non. On va dire que j'ai pas mis beaucoup de temps pour revenir à l'équipe de France parce qu'un an après, je suis revenu en équipe de France. C'était un Mais peu je c'est t'aime plus moi non plus pareil. avec l'équipe de France, avec le staff, le nouveau staff après. Ouais, jusqu'en 2015, ouais, c'était je t'aime moi non plus. Mais bon, après, c'était une configuration différente, c'était un jeu différent qu'on voulait mettre en place avec l'équipe de France. Et je pense que j'étais pas fait pour ce jeu-là. Après, c'est aussi moi, mes performances qui n'ont pas plu aussi. Donc, il n'y a pas de regret par rapport à ça. Non, ouais, j'ai mis du temps avant enfin, de cette blessure-là. En fait, tout a un peu changé. Et j'ai mis du temps avant de comprendre que quand tu revenais d'une blessure, ben, il fallait continuer quand même à faire des soins, continuer à faire du travail spécifique pour les crochets, parce que j'ai mis quand même beaucoup de temps même si j'avais repris au bout de 9 mois le rugby, je crois que j'ai mis au moins 2 ans pour avoir confiance en mon genou, en fait. Bon, aujourd'hui, il y a des techniques, des préparateurs mentaux et tout, qui t'apportent cette partie-là de mental et qui te permet de passer au-delà de la blessure et au-delà des peurs. Et c'est vrai que j'ai mis du temps et j'arrivais plus à faire un crochet avec ma jambe droite. J'essayais, mais bon, voilà. Puis je l'ai travaillé avec un ami qui est kiné, qui est à l'extérieur du stade toulousain. Et je crois que c'était 1 fois par semaine ou 2 fois par semaine où j'allais le voir, où on faisait le travail d'appui, on me redonnait confiance par rapport à mon genou. Et je sais pas, en 2 mois, c'était plié, mais parfois, c'est bien d'aller chercher ses réponses ailleurs. Et oui, d'ailleurs, je me souviens, tu avais pas mal cherché, tu avais même fait un régime sans gluten, tu en avais parlé à l'époque. C'était vraiment les petits détails pour retrouver. Ouais, ben après, c'était pas très loin. C'était pas très loin, sauf que au moment où moi j'ai commencé ça, en fait, c'est en lisant le livre de Djokovic où je me suis dit, ah, ben, tiens, je vais essayer. J'ai l'impression d'avoir à peu près les mêmes symptômes que lui. Je me suis dit, je vais tester. Puis j'ai testé, puis finalement, ça m'a servi. Après, je dis pas que j'étais à 100% sans gluten, mais en tout cas, chez moi, je faisais attention. Et la première fois que j'ai demandé en équipe de France si c'était possible d'avoir des pâtes sans gluten, je me suis fait renvoyer dans les 22.
On me dit que c'est. On m'a dit, mais qu'est-ce que tu me casses les pieds avec tes pâtes sans gluten et tout, alors que maintenant, c'est devenu la norme, en fait, d'avoir des choses un peu plus healthy qu'à notre époque. C'est pas une époque bien loin. Mais le problème, c'est que voilà, il y a beaucoup de choses qui ont évolué, les jeunes ont évolué. Il y a une réflexion différente aussi, et il y a beaucoup de moyens que nous, on avait, je pense, un peu moins. Après, on n'avait pas la même génération dorée qu'a aujourd'hui Galtier, Fabien. Mais voilà, il y avait pas aussi cette réflexion poussée. Ah, tu me dis que tu as initié l'arbitrage vidéo, la nourriture LC, le bonus offensif aussi, c'est toi ou Non, je sais pas. Tu as fait avancer le rugby. Non, non, je dirais pas que j'ai fait avancer le rugby, mais le truc, c'est que j'ai toujours voulu, en fait, progresser et j'ai toujours voulu trouver des solutions, je sais pas par moi-même, mais en tout cas, on m'apportait pas les solutions. Donc, j'ai essayé d'être curieux, je suis de nature curieuse, donc j'avais besoin de réponses. Donc, quand j'avais 20 ans, j'avais lu un article sur une méthode pour travailler la vision, en fait, avec beaucoup de réactivité grâce aux balles et tout ça. Et j'avais demandé au stade de faire venir quelqu'un parce qu'il y avait l'équipe sud-africaine et anglaise qui avait été championne du monde et qu'ils avaient une personne qui s'occupait de toute la réactivité grâce à la vision, en fait. Et je trouvais ça très intéressant. Donc, ça, j'ai essayé de la mener. L'alimentation, je pense qu'aujourd'hui, ça a une place importante. Puis la méditation pour moi, c'est aussi, ça a été un élément aussi très intéressant parce que la motivation, quand tu es jeune, tu l'as énormément, tu as envie de manger beaucoup de monde et tout, tu as envie voilà, tu as soif de gagner et tout. Mais à un moment donné, il y a quelque chose qui est différent, donc il faut aller chercher d'autres choses, d'autres réponses. Donc, voilà. Quand Guy Noves, le coach que tu as eu pendant plus de 10 ans, est choisi pour être le sélectionneur des Bleus, j'imagine que toi, ça doit te gonfler d'espoir pour repartir du bon pied avec les Bleus. Ça a pas mal démarré, mais tu n'as pas pu enchaîner ensuite forcément avec lui. Après, on connaît tous voilà, ce qui s'est passé par rapport à Guy quand il est parti, puis avec l'équipe de France. Moi, ça s'est bien passé, sauf que en fait, je m'étais contre le Toulon. En fait, c'est au mois de décembre, au mois de janvier, je crois, contre Toulon, où je marque un essai, où Vermeulen me plaque sur le côté, et en fait, il m'explose l'épaule. Et en fait, j'ai un bout d'os et un bout de cartilage qui est cassé, qui m'empêche de faire beaucoup de gestes avec mon bras. Mais le problème, c'est qu'on est en pleine saison et que dans ma tête, je peux pas m'arrêter de jouer, en fait. Je peux pas m'arrêter de jouer parce qu'il y a l'équipe de France, parce que je sens que ben voilà, il y a Guy, donc forcément, je me dis que j'ai peut-être un peu plus de chance. Donc j'espère, et puis ça marche, je vais en équipe de France, Tu joues ça marche blessé en bien. fait, tu joues avec la douleur et Ouais, pendant 6 mois, ouais. J'ai attendu la fin de la saison pour me faire opérer. comment tu gères la souffrance? Enfin, je veux dire, l'épaule en plus, c'est un truc qui fait super Ouais, mal. là, mon épaule, elle est pas très souple, hein, parce que je pense que j'ai aussi eu une capsulite, parce qu'à force d'avoir le bras comme dans une écharpe, ben voilà, tu adaptes ton jeu, tu essaies de faire au mieux, et puis voilà, et puis tu serres les dents. Ça tombe aussi l'année où le Stade Toulousain termine 12e de top 14. Toi qui étais de Mm. l'intérieur, enfant du Stade Toulousain, c'est une période particulière. Jamais le Stade Toulousain n'était descendu à si près, enfin si bas dans le classement. Comment tu l'avais vécu? Comment tu l'avais expliqué toi à l'époque? Bah, après, c'était la fin d'un cycle. C'était la fin d'un cycle, tout simplement. Après, il fallait que tout le monde trouve sa place à ce moment-là. Il fallait qu'il y ait du changement. Il y a eu des changements qui ont été opérés au sein du staff, au sein de la présidence aussi. Donc, il fallait du changement. Et puis, il fallait du changement parce qu'on était en fin de cycle, que ce soit, je pense, en haut et comme nous sur le terrain. Donc, c'est comme ça. Après, je pense qu'aujourd'hui, on voit bien des équipes qui sont potentiellement en fin de cycle ou qui essayent de relancer quelque chose. Donc, nous, on était en fin de cycle. Il y a eu des changements. Il y a eu, je pense que Didier et Hugo se sont vraiment posé la question comment on pouvait faire remonter le club, combien de temps ça pouvait prendre et tout. Mais bon, ça a pas mis beaucoup de temps à vite reprendre au final avec faire des bons recrutements, s'appuyer sur des jeunes du club, remettre des traditions, remettre un peu de vie dans notre vestiaire, dans notre centre d'entraînement qui était, je pense au début comme un centre d'hôpital, mais pas comme un centre d'entraînement de sportifs de haut niveau. Non, il y avait beaucoup de choses qu'il fallait changer, mais après, ça s'est vite opéré. Et puis, on a senti voilà, qu'il y avait aussi le vestiaire qui bloquait certaines choses. Et quand il y a certains joueurs qui sont partis, bizarrement, ça a libéré la plupart de l'équipe et ça a permis, je pense, à Hugo de pouvoir mettre sa stratégie, son jeu qu'il voulait mettre en place. Il y a un changement de sélectionneur. Guinoves s'en va. Jacques Brunel arrive. Ça coïncide aussi avec le retour au premier plan du Stade Toulousain. Vous êtes champion en 2019, tu l'as dit, titre important. Et toi, tu accroches le wagon de la Coupe du Monde à 33 ans.
Tu reviens de loin finalement. Non, je reviens pas forcément de loin. Après, bah, j'ai eu un bon début de carrière. J'ai eu une carrière après où il y a des blessures qui m'ont empêché de faire des choses. Après, j'ai alterné le bon et le moins bon. Mais après, ça m'a permis de travailler sur moi, mais d'être plus régulier sur la fin, qui m'a permis d'accrocher cette Coupe du Monde 2019 où c'était je pense, mon dernier objectif à l'équipe de France, où c'était pour moi important de pouvoir faire cette Coupe du Monde pour, bah voilà, d'amener ma famille là-bas, au Japon et tout, c'était sexy comme destination. Donc j'avais envie. Et puis 2015, ouais, j'avais Oui, ça a été un échec. Oui, ça a été un peu bizarre. Mais ça fait partie de la vie d'un sportif de haut niveau d'avoir des échecs et de vite remonter sur selle pour avancer. Donc non, non, c'était bien. En 2011, tu étais encore jeune. En Ouais. 2019, tu étais un des papas, on va dire, avec Guillaume Guirado, Yoann Huget. Comment ça s'est passé la cohabitation avec la génération Instagram? Je t'ai entendu dire que au début, c'était un peu particulier pour toi, cette cohabitation avec les plus jeunes. Ouais, ça a été un peu particulier parce qu'il y avait une autre approche en termes de préparation, en termes de vie. Enfin, c'était différent. Après, je pense que soit j'étais con et j'avais un ego surdimensionné et j'étais contre eux. C'est ce que je l'étais au début. Et puis après, j'ai vite compris que il fallait peut-être aussi que moi je change. Enfin voilà, il fallait que je change. Après, sur l'entraînement, sur le terrain, ça reste pareil. Il faut travailler. Et puis, si tu veux réussir, il faut quand même aussi te battre. En tout cas, ouais, j'avais une autre approche et puis j'étais moins contre l'ouverture du centre d'entraînement où au début était co-joueur professionnel, donc 30 joueurs. Et puis aujourd'hui, eh ben, il y a les espoirs aussi qui sont là, qui sont beaucoup présents. Donc ça permet d'avoir un groupe un peu plus élargi et plus intéressant. Et puis moi, j'avais besoin voilà, de m'ouvrir et moi, j'avais ma façon de préparer et on Et quand m'avait tu donné disais une j'étais contre eux, éducation. c'était quoi qui te, pas dérangeait, mais qui faisait que ça coinçait un peu? J'étais pas contre eux, c'était juste que, en fait, moi, on m'avait transmis des choses et je voyais que ce qu'on m'avait transmis, c'était une autre génération. Donc, ce qu'on m'a transmis, c'était pas quelque chose que moi je voulais transmettre parce que ça marchait pas, en fait, avec cette génération. Juste un exemple, avant, tu rigolais pas le jour du match. Il fallait pas rigoler, il fallait être concentré et tout. Et là, maintenant, bon, ben, les jeunes, il y a la musique, ça rigole et tout. Mais après, c'est que ça fait partie de leur préparation, ça fait partie de leur génération. Et voilà. Et au début, j'étais énervé contre ça. Mais bon, après, je me suis vite rendu compte que ça servait à rien et qu'il fallait que ça soit moi qui soit agile et qui m'adapte aussi. Après, on pouvait faire passer des messages parce qu'on était anciens et qu'on devait faire transmettre quelque chose, mais on pouvait transmettre des choses en montrant aussi l'exemple et je trouvais ça plus intéressant. Le 24 avril 2021, c'est un jour particulier dans ta carrière puisque c'est le dernier match que tu joues avec Yoann Huget qui s'est blessé Ouais. gravement au tendon d'Achille ce jour-là. Avant de parler de cette fin, j'étais obligé de parler un petit peu de Yoann Huget dans cet épisode. C'est quelqu'un que tu connais depuis l'âge de 13-14 ans, je crois, et qui a un peu compté dans ta carrière et dans ta vie personnelle. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Bah, tu le vois un peu aussi avec cette nouvelle génération où ils ont connu beaucoup de choses quand ils étaient petits et qui montent et puis qui se retrouvent en équipe de France, enfin en équipe du stade et en équipe de France ensemble. Et nous, on a encore une particularité, c'est qu'on jouait parfois au même poste. Donc il y avait La beaucoup concurrence. d'amitié, beaucoup de respect, mais beaucoup de concurrence. Mais je pense qu'il va pas me contredire. Mais en tout cas, cette concurrence nous a fait beaucoup progresser et nous a fait avancer parce que bah, il y en avait aucun des deux qui voulait lâcher. Donc c'est ça qui nous a permis de progresser, de toujours se remettre en question. Et voilà, il a un parcours aussi atypique. Il a débuté à Pamiers, il est arrivé, il a joué au stade, après il est parti, il est revenu. Partir quand tu es jeune et revenir après, c'est aussi quelque chose bah, de courageux, beaucoup de respect par rapport à ce qu'il a fait. Donc voilà, c'est un grand joueur et un grand homme. On en a beaucoup parlé de, enfin, même la presse et tout ça. On a vu pas mal d'articles sur votre amitié, le fait que vous étiez un peu inséparables. Qu'est-ce qui vous a autant rapproché au-delà du terrain? Ouais, bah après, je pense qu'avec bon, Yo, là, aujourd'hui, on se voit moins, mais voilà, dès qu'on se voit, c'est toujours les mêmes bêtises, toujours les mêmes conneries. Je sais pas, c'est comme ça, on est lié par quelque chose qui, je pense que c'est pas, on peut pas l'expliquer. Après, voilà, quand on se voit, on peut toujours sortir les mêmes conneries qu'il y a 15 ans sur la même chose. Donc voilà, c'est notre amitié, voilà, c'est pas de. Je sais pas comment expliquer. Ouais, mais d'ailleurs, ça t'avait touché quand, ben justement, ce dernier match où il termine sa carrière sur cette rupture du tendon d'Achille, t'as été le premier d'ailleurs. Bah, après, c'est jamais évident. Tu sais, quand tu es en fin de carrière et que tu sais que c'est ta dernière saison,
Moi, franchement, la dernière saison aussi, c'est pareil, c'est que tu imagines jamais la fin, mais tu imagines ce dernier jour et ce dernier match. Finalement, ça arrive jamais comme tu le penses. Et puis tu te dis, bon, j'espère que je vais pas me blesser, j'espère que je vais pas me blesser et tout. Tu vois. Parce que t'as pas envie de, enfin voilà, t'as envie de faire ton dernier match, que la saison est longue et tout. Et ouais, c'est terrible. Après, il a eu des coups quand même, c'est difficile. Yo, avait entre, pas les no-show, mais Ouais, la Coupe du Monde. Ouais. l'exclusion en 2011 de la Coupe du Monde où on était ensemble. On était ensemble dans la chambre et qu'il m'annonce qu'il ne fera pas la Coupe du Monde, que, enfin, voilà, j'étais allé voir le président, je lui dis, mais attends, c'est pas pour... Qu'est-ce que vous faites là? Allez le défendre, allez faire quelque chose. Il ne peut pas partir, c'est impossible. J'étais allé le défendre auprès du président, mais bon, c'était impossible. Puis bon, voilà, on s'était toujours dit qu'on allait gagner un titre ensemble, donc 2019 pour nous, c'est incroyable. En plus, il marque 2 essais. Mais Yo, enfin voilà, il a toujours su s'en sortir dans n'importe quelle situation. C'est incroyable. En 2021, vous faites le doublé Champions Cup Top 14. Est-ce que toi, t'as pas été tenté d'arrêter sur ce top niveau-là? Non, parce que je pense que je n'étais pas encore prêt pour ma reconversion encore, parce que j'avais envie de faire une année supplémentaire. Puis même l'année dernière, j'ai demandé à Didier et à Hugo si je pouvais faire une année supplémentaire. Voilà, après, je pense que c'était bien aussi d'arrêter l'année dernière, mais j'avais expliqué mes raisons pourquoi je voulais rester. Et tenter, non, j'avais une année supplémentaire, et puis voilà, je l'ai fait. Et voilà, ça a bien fonctionné, comme ça a été aussi compliqué mentalement de faire cette année-là, mais bon, voilà, c'était bien d'arrêter là maintenant. Alors justement, la saison 2021-2022, c'est la dernière chez les pros. Ouais. Ton dernier Ouais, match avec le Stade Toulousain était un Toulouse-Biarritz, dernier match de la saison régulière. C'est aussi le dernier match de Youssefa Tegouri, autre grand joueur du mm, Stade Toulousain. Les gens avaient des masques de vous deux dans les tribunes. ouais, Toi, tu rentres en cours de match et tu marques, vous gagnez 80-7. ouais. Quel souvenir tu gardes de cette belle dernière? C'était un bel hommage. Ben, c'était un bel hommage. C'était un bel hommage. Je pense que c'était le match où il y a eu le plus d'ambiance. Parce que tout le monde attendait que Joe marque, que moi je rentre, que je marque peut-être aussi, que Joe tente sa pénalité. Donc non, non, c'était un match incroyable, avec une ambiance de folie. Et ton dernier match, ça reste toujours un match particulier, mais on va revenir à la blessure, mais 4 semaines avant, je me blesse contre le Munster. Et je fais une IRM, je crois, le lundi et on m'annonce 6 semaines d'arrêt. Donc, normalement, je ne devais pas faire ce match-là. J'ai une rupture du semi-membraneux, donc qui t'amène à 6 semaines d'arrêt. C'est Avec où ça, le 2 semaines. semi-membraneux? Parce que n'étant pas un biologiste averti, c'était quoi? C'est à l'ischio, en fait. Ah, C'est d'accord. c'est- voilà, c'est quelque chose qui est déchiré et on m'annonce 6 semaines et j'étais KO, en fait. J'étais KO lundi soir et tout. Et puis, encore une fois, je dis pas que j'avais besoin de faire ma rééducation ailleurs, mais en tout cas, j'avais besoin d'avoir de réponses en dehors du stade. Parce que j'avais aussi besoin, je pense que physiquement, mais mentalement aussi, quand tu es blessé, un sportif de haut niveau et des mauvais blessés. Donc, je pense que c'était bien aussi de sortir du contexte du stade pour essayer de me concentrer sur ma blessure et sur ma rééducation. Et en fait, ben, j'ai réduit de 6 semaines une blessure que je l'ai réduit à 4 semaines. J'étais pas à 100% sur ce match-là, mais en tout cas, ça m'a permis de faire ce match-là, on va dire, aller à 70%. Tu l'avais fait ailleurs, la rééducation, hein, tu dis. Ouais, ouais, je l'avais fait ailleurs. Je l'avais fait ailleurs parce que j'avais besoin de faire une rééducation active. En fait, voilà, la rééducation au stade est très bonne, mais c'est juste que j'avais besoin de me sortir du contexte stade parce que quand tu es au stade, tu vois tout le monde s'entraîner, puis c'est ta dernière saison, donc tu as envie de faire ce dernier match. Donc voilà, je pense que j'ai cassé la tête à chaque fois que j'arrivais au stade, je leur disais, vous inquiétez pas, je vais le faire. Pendant 4 semaines, je leur ai dit, je vais le faire, je vais le faire, je vais y arriver, vous allez voir. Et pourtant, les 2 premières semaines, ils m'ont dit, franchement, ça sent pas bon. Et puis j'ai tenu, et puis après, j'ai fait des tests avec un GPS, des tests d'accélération, de désaccélération, parce que ça pouvait montrer que ça ne pouvait pas tenir. Et puis finalement, ça a tenu. Puis j'accélérais de plus en plus, puis mentalement, ça allait bien. Donc voilà, ça m'a permis de jouer, mais c'est pour ça que j'ai pas pu jouer mon dernier match titulaire. J'aurais bien aimé rentrer sur le terrain avec Joe à ses côtés, mais bon, voilà, c'est comme ça. Alors, tu as donc raccroché et on ne Ouais. peut pas dire que tu sois resté sans rien faire. Tu es engagé politiquement durant les législatives et tu as aussi basculé sur d'autres activités, notamment d'entrepreneur. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu ce qui a rythmé ton quotidien depuis cette retraite? Non, après, en fait, j'avais investi dans plusieurs sociétés avant la fin de ma carrière et aujourd'hui, j'ai des missions dans certaines. Donc voilà, après, je fais des conférences, j'essaie d'avancer sur ma reconversion
formation et je monte un projet de sport santé avec ma société qui est dedans déjà, mais plus un lieu physique. Voilà. Ah, justement, ta société, parce que tu as fait tes premiers pas dans l'entrepreneuriat en 2017, en Ouais. investissant dans une application de sport du nom de Fitters. Ouais, 2016. Ouais, 2016. Tu fais bien de. 2017, pardon, 2017. Pardon. Ah, donc j'étais pas mal. Avec Louis Picamol et Jacques Boussuge, deux anciens rugbyman, ils t'ont Ah. accompagné dans ce projet. Qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer à 30 ans dans ce type de projet plutôt que dans l'investissement immobilier, la banque, peu importe? Ouais, tout le monde te dit qu'il faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc j'avais déjà investi dans de l'immobilier, donc voilà. Et puis, je sais pas, la bourse, ça m'intéressait pas vraiment. Et puis j'ai eu la chance qu'on me présente cette société-là de sport santé. Et puis voilà, je trouvais ça. À la base, on était plus sur du sport où on envoyait des coachs à domicile ou dans des parcs ou dans des hôtels parce qu'on avait des accords avec certains hôtels. Et puis finalement, on a pivoté sur du sport santé en entreprise où on fait de l'activité physique, voilà, un moyen de prévention pour la sédentarité, l'obésité, les TMS et tout ça. Donc voilà, après, tu commences à apprendre le métier, pas le métier, mais tu commences à comprendre, on va dire, pourquoi les sociétés recherchent aussi des sportifs de haut niveau, pour plusieurs raisons, pour leur engagement, pour leurs valeurs et tout, mais aussi pour l'image. Ça permet de mettre une société en image, d'avoir un sportif aussi à ses côtés. Et voilà, et puis ça s'est bien passé, et puis ça m'a permis aussi ben voilà, de pouvoir transposer ce que je suis depuis le début, sportif, fan du sport. Un fou de sport, j'ai besoin d'en faire parce que pour mon bien-être physique et mental, j'en ai besoin. Donc voilà, donc ça restait. Et puis j'ai essayé d'investir dans d'autres sociétés, que ce soit dans le sport, sport santé, sport responsable, sport de l'éducation thérapeutique, de l'éducation aussi. Donc voilà, c'était un mix de tout pour essayer de transposer ce que le sport m'avait apporté. Donc voilà. J'ai l'habitude de demander à mes invités à quel président qu'ils ont eu durant leur carrière ils se sentaient le plus proche en tant que chef d'entreprise. Bon, toi, tu as fait toute ta carrière à Toulouse, donc tu n'en as pas connu des masses non plus des présidents. Alors, Max Médard, chef d'entreprise, il est plutôt René Bouscatel ou plutôt Didier Lacroix? Bah, je pense un mix des deux. Après, chacun a vraiment ses qualités et ses défauts. René a beaucoup apporté au stade et Didier apporte beaucoup et a pris sa succession avec beaucoup de réussite. Et ce que je sais en tant que à mon propre niveau et ce que je sais pour les chefs d'entreprise, c'est qu'il y a beaucoup de stress, beaucoup de rythme, beaucoup d'objectifs. C'est comme un sportif de haut niveau presque. Donc voilà. Tu connais ce bruit, c'est la sirène, dernière possession. Il y a un bonus à aller chercher, alors pas d'en avant et on tape pas en touche. À l'issue de ta dernière saison de joueur, tu as dit que tu en gardais une certaine amertume, malgré le bel hommage à la fin contre Biarritz. C'est quoi que tu as regretté ou qui t'a manqué pour être pleinement satisfait de cette tournée d'adieu? Beaucoup de choses, mais après, j'avais pas forcément pas eu de retour de réponse par rapport à ce que j'avais demandé, enfin, ce que j'avais proposé au stade pour rester une année supplémentaire. Toi, tu voulais jouer une année de plus, ouais. Tu sais, quand tu es en fin de carrière, je pense qu'il y a beaucoup l'ego qui parle et on pense toujours que c'est possible de faire une année supplémentaire et tout, mais dans les faits, c'est bien aussi de laisser la place et de ne pas faire l'année supplémentaire. Donc au final, je suis très content de mon choix parce qu'à un moment donné, j'ai pris le choix d'arrêter parce que ben, je sentais que quoi que je fasse, il n'y avait pas forcément de carotte au bout pour moi. Donc au final, T'étais dans l'attente à un moment donné, alors ça veut dire. oui, j'ai été dans l'attente. Après, encore une fois, je pense que j'étais un cas particulier et que c'est très difficile de me dire non, tu vois. Je pense aussi, je me mets à leur place et je pense que c'est pas évident de dire à un joueur qui a fait toute sa carrière dans un club, dans le même club et lui dire, bon, mais écoute, ça c'est fini. J'ai aucune amertume par rapport à ça. C'est juste que c'est vrai qu'on aime toujours que ça soit franc du collier, mais c'est comme ça fait partie des choses de la vie et j'ai plutôt une fin de carrière plutôt heureuse, contrairement à d'autres qui ont été blessés et tout, donc je suis très content. C'est juste que l'année, elle a été un peu longue et mentalement, ça a été difficile de se dire que quoi que je fasse, je m'entraîne et tout, et je sentais qu'il y avait pas, voilà, ça avait switché un peu, donc il fallait passer à autre chose et j'aurais aimé être à la place de Guillaume Guirado qui termine avec un bouclier de Brennus, mais voilà, je suis très content pour lui et voilà, moi j'ai terminé sur un match où j'étais plus sur le bord, donc quand tu as beaucoup joué et souvent été sur le terrain, de te retrouver un peu en dehors, c'est Pour les voilà. phases finales, tu veux dire, c'était un peu dur.
Ouais, c'était un peu chiant sur le côté, mais bon, voilà, après, je peux rien dire. J'étais pas à 100%, je suis revenu de blessure, donc c'était logique. Donc voilà, après, on a toujours envie de faire mieux, mais voilà, je sais que quand j'ai arrêté, j'étais un peu agacé, énervé, mais bon, voilà, avec le temps, ça part, et puis je suis très content de revoir mes anciens coéquipiers, mes anciens coachs. Didier, tout ça, enfin, j'aime bien. Parmi ces 3 gestes emblématiques de ta carrière, duquel es-tu le plus fier? Le drop de 40 mètres contre l'Australie en 2008 pour ta 3e sélection. L'interception de 2009 à Dunedin contre les All Blacks, qui assure la dernière victoire des Bleus sur le sol néo-zélandais. Ou Ouais. cette claquette sur le ballon dans l'embut pour empêcher l'Anglais Freddie Burns de marquer un essai tout fait en 2018 lors du match de Champions Cup Toulouse-Sale. Bon, sans vouloir t'influencer, Freddie Burns, tout sourire, qui fait 3 bisous sur le maillot. Bon, ça avait cassé sa journée, mais ça nous a fait la nôtre. Donc voilà. Bah, après, c'est un geste qui nous a permis, après, je sais pas si c'est grâce à ça ou quoi, mais une semaine avant, j'avais gueulé, parce qu'on avait perdu contre Castres, et j'avais gueulé au sein de l'équipe pour dire que c'était pas possible de perdre un match comme ça qu'on tenait et qu'on a lâché parce qu'on a perdu confiance et tout. Et puis d'avoir pris la parole, mais aussi d'acter par un geste. Bon, ça s'est trouvé là et sur Freddy, mais en tout cas, ouais, non, j'étais content. Et ça montre que bah, l'esprit du joueur du stade qui lâche rien, qui travaille, qui jusqu'au bout, il gardera espoir. Donc voilà, c'est un peu l'image et le geste qui a permis potentiellement au stade de retrouver un peu confiance. On gagne contre le Leicester juste après, et puis on connaît la fin de saison qui est juste sublime en fait. Tu as commencé avec Émile Ntamak. Tu as Ouais, terminé avec Romain et ouais. Théo Ntamak. Tu as été le partenaire Ouais, de ouais, Théo, enfin si, je sais plus si j'ai joué un match amical avec lui, enfin je sais plus, mais tu as été le partenaire de Thierry Dussautoir, Florian Friedrich, Cécile Colby, Antoine Dupont. Tu as aussi été coaché des années par la légende Guy Novès. C'est dur ce que je vais te demander, mais parmi tous ces noms incroyables, et peut-être d'autres que j'ai pas cités, y en a-t-il un ou deux qui ont compté plus que les autres ou t'ont marqué plus que les autres? moi je pense que Milou a beaucoup compté pour moi, Didier aussi. Didier, président du stade qui a compté beaucoup pour moi parce enfin, Didier et Émile nous entraînaient quand on était en espoir et en fait, je sais que Didier à un moment donné, sur un échange avec Guy, il y avait dit que c'est moi qui avais été le meilleur en espoir alors que j'avais été le plus nul en espoir. Et finalement, ça, ça a permis que Guy me prenne après et tout. Donc, on va dire que Didier a quand même compté énormément pour moi. Émile m'a beaucoup accompagné aussi, m'a beaucoup aidé, m'a remis souvent sur les rails et puis m'a fait souvent confiance. Et puis, enfin, quand je l'avais en tant qu'entraîneur, voilà, il savait comment me prendre. Et, bon, après, il connaissait l'ADN du joueur du stade, mais bon, voilà, j'avais peu de contraintes, mais beaucoup voilà, de liberté. Et, voilà, il fallait jouer à l'intuition et il me laissait faire ça, donc c'était chouette. Dernière question pour moi. Max Médard, dans le rugby, c'est vraiment, vraiment terminé ou tu t'interdis pas un jour ou l'autre de revenir dans une fonction ou dans un autre? Bah, je pense que je m'interdis rien. Après, voilà, je me pose quand même beaucoup de questions sur ma reconversion aussi, encore, même si j'ai quelques missions dans quelques sociétés, que je suis assez actif et tout, mais voilà, je me pose pas mal de questions sur mon avenir et je pense que c'est bien, j'ai cette chance-là où j'ai plusieurs opportunités, plusieurs propositions, donc voilà, il faut se poser les bonnes questions et puis avancer. Eh bien, merci Maxime d'avoir été mon invité dans Terrain Conquis. Et avant de te laisser, permets-moi de te souhaiter bien évidemment d'avoir autant de succès sur le terrain du business que tu en as eu sur le terrain du sport. Merci à toi. À bientôt Maxime.